Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient ensemble sur la deuxième semaine de la Vuelta 2025. Avant de se projeter sur la troisième et dernière semaine, on va surtout s'attarder sur une question. Joao Almeida, que vous voyez ici présent à l'image, peut-il vraiment renverser Jonas Vingegaard, actuel leader et maillot rouge de cette Volta, et gagner son premier grand tour en carrière? C'est parti. Donc, on commence par Mats Pedersen. Mats Pedersen, un des coureurs les plus actifs de cette Volta depuis maintenant 2 semaines. Donc, en première semaine, il avait toujours pas remporté d'étape. C'est chose faite après la dernière étape de la deuxième semaine. Donc, au total, sur cette Volta, il comptabilise une victoire d'étape. En 2025, c'est plus de 14 victoires d'étape. Il a remporté le maillot de meilleur sprinter sur le Giro. Il est bien parti pour faire de même sur la Volta. Il y avait un petit duel avec Jonas Vingegaard qui était dauphin, c'était assez serré, sachant que Philipsen avait remporté les sprints massifs. Mais tout au long de la semaine, Mats Pedersen a pris toutes les échappées pour marquer le plus de points possible au sprint intermédiaire. Il a concrétisé hier en remportant une étape. Première victoire pour la Lidl Trek. C'est mérité au vu du travail réalisé par cette équipe, que ce soit avec Chicone, mais Mats Pedersen également, sur les sprints ou les étapes punchy. Donc là, il a fait un grand pas pour ramener le maillot vert à Madrid. Pour moi, il est assuré. Et c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne chose. Il l'a mérité. Après, c'est un des seuls qu'il a joué, on va pas se mentir. Philipsen n'était pas là pour le jouer. Et Vingegaard, avec l'étape de pic qui a été annulée et les étapes qui ont souri aux échappées, on a tout de suite compris que Mats Pedersen était le seul à vouloir ce maillot. Mais même en étant le seul à le vouloir, faut quand même le réaliser. Et surtout, faut souligner le panache et le caractère offensif de ce coureur parce que se prendre la tête à faire 150 km en échappée pour 20 points, c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Donc bravo à Mats Pedersen et on espère pour lui qu'il le ramènera à Madrid. On passe à un second coureur très actif. Donc là, on va rentrer chez les Emiratis. Donc, je vais pas vous faire un dessin vu que tous les Emiratis ont quasiment remporté l'étape. On commence par le premier, le maillot de meilleur grimpeur de cette Volta, Monsieur Jay Vine. Donc, Jay Vine, il est en feu sur cette Volta. Il comptabilise 3 victoires d'étape plus le maillot à poids. En première semaine, il a remporté le chrono par équipe, comme vous le savez. Une première étape en première semaine de montagne, une deuxième cette semaine en montagne également. Il a le maillot à poids quasiment gagné, parce que c'est un des seuls qui peut le jouer. Il y a juste Vingegaard qui est pas trop loin derrière, mais avec la répartition des points, Jayvine a largement les capacités et les étapes et les profils d'étapes qui vont lui permettre de valider ce maillot. Donc il va ramener sûrement le maillot à Madrid une deuxième année consécutive, donc c'est fort. Faut juste faire attention à pas chuter, chose qu'il n'a pas encore connue sur cette Volta. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va se mettre au service de Joao Almeida entièrement ou est-ce qu'il va quand même penser à valider son maillot à poids? Je pense que en fonction des étapes, il va pouvoir faire les deux et qu'il pourra sur les étapes pour les favoris rester aux côtés de Almeida, mais sur certaines étapes de montagne où il risque pas d'avoir de gros écarts, je pense qu'il va prendre une échappée pour consolider et enterrer le suspense sur le maillot à poids. Maintenant, on va passer à un autre coureur Emerici, à 7 victoires sur 14 pour les Emerici, sur 15, dont toutes en montagne quasiment, donc on les verra beaucoup dans ce débrief, désolé, et c'est pas de ma faute. Donc là, le suivant, c'est Juan Ayuso, donc Juan Ayuso qui était co-leader au début de cette Volta. Il comptabilise 2 victoires d'étape et il a maintenant un rôle d'équipier. Donc je pense que c'est quand même une bonne Volta pour lui, même s'il venait avec d'autres ambitions. Remporter 2 étapes de grand tour, c'est pas donné à n'importe qui, et c'est quelque chose d'assez difficile. Donc il aura remporté une victoire en solitaire en première semaine et une victoire sur un sprint à deux face à Romo sur la deuxième semaine, donc on débrief, avec une grosse maîtrise quand même, parce qu'il était beaucoup plus jeune que Romo, mais c'est lui qui a fait preuve d'expérience et de maturité pour savoir manœuvrer dans le final et remporter l'étape. Sur cette Volta, il est dit que, selon leur directeur Maxime, pardon, que toute l'équipe devra être à 100% pour Almeida. On l'a vu sur une étape de montagne rouler pour Almeida au milieu de l'étape et se relever dans le final. Donc pour moi, il a roulé à 100%. Mais si on a Ayuso à 100%, ça ne doit pas être celui qui roule dans les premiers, mais ça doit être le dernier lieutenant d'Almeida. Donc à voir s'il sera sur cette dernière semaine ou s'il va quand même continuer les échappées et viser des victoires d'étape. Moi, je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas un coureur égoïste. Je ferai une vidéo sur Ayuso lorsque son transfert
dans sa future équipe, même si c'est sûrement la ligne de Trek sera officielle. Mais je pense que les médias sont vraiment assez méchants avec lui. Et pour moi, sur cette Volta, il a su à la fois jouer sa carte, mais à la fois être là pour Almeida. Et je m'attends quand même à ce qu'il soit là pour Almeida en fin de troisième semaine, en fonction des profils d'étape. Mais à voir si sur une ou deux étapes, il joue quand même pas sa carte personnelle. Mais je pense quand même qu'il sera aux côtés d'Almeida sur les parties importantes, notamment sur l'étape 20 de la Bola del Mundo, qui sera cruciale pour le classement général. On passe au dernier coureur UAE et le dernier vainqueur d'étape pour les équipes, pour l'équipe Emerici. Donc c'est Marc Soler. Donc Marc Soler qui est enfin récompensé par une victoire. Il a été à l'offensive toute la semaine. Il a travaillé pour Ayuso sur sa victoire d'étape. Il a souvent été à contretemps, notamment sur l'étape de pic où il était tout seul en échappée avec un ou deux autres adversaires, mais pas assez pour aller au bout. Pour moi, c'est un des plus combatifs de cette Volta. Il a enfin été récompensé et ça fait plaisir pour lui, vu qu'il mérite de décrocher sa victoire par rapport à ses deux autres collègues Emerici, Ayuso et Jevine en échappé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle attitude pour Marc Soler? Donc c'est un peu comme Ayuso, c'est la même question qu'on va se poser. Est-ce qu'il sera encore à l'offensive pour une deuxième victoire d'étape ou est-ce qu'il sera pleinement équipier pour Almeida? Parce qu'on l'a vu sur l'étape qu'il a remportée, donc la 14e, que le directeur sportif avait dit que tous les UAE devaient rester autour d'Almeida, sauf que lui, il a quand même été en échappé. Donc il l'a gagné, tant mieux pour lui. On a quand même vu les Éméritis rouler sur lui, ce qui était assez gênant au final dans une course de voir des équipiers rouler sur un mec de leur équipe qui est en tête. Mais bon, ça a souri aux deux, donc tant mieux pour eux. Mais quelle attitude va-t-il adopter et comment les directeurs sportifs chez les Éméritis vont se gérer pour assurer une bonne cohésion entre Ayuso, Soler, Jevine et tous les équipiers autour d'Almeida? C'est la question qu'on va se poser. Maintenant qu'on a vu le débrief de la deuxième semaine, on va voir les étapes qui nous attendent sur cette troisième semaine et leur profil en intégralité. Donc la Volta reprendra à la 16e étape, donc mardi, avec une arrivée de 8,3 km à 5,2%. Donc on voit que c'est une étape qui est assez vallonnée et qui grimpe beaucoup dans le final, mais on voit peu de cols vraiment raides. On aura un col de 3,2 km à 9%, donc c'est plus une côte qu'autre chose. Et on aura une montée d'1,8 km à 6,5%. Et quand on voit le profil de la dernière difficulté, on comprend que c'est assez roulant quand même, et que même s'il y a une partie raide au début, ça reste roulant sur la fin. Donc, à voir si les coureurs vont tenter quelque chose, ou si ce sera une étape pour les échapper, sans suspense, au niveau du classement général. Donc, à voir. Ça reste les coureurs qui font la course, mais je m'attends pas à grand-chose sur cette étape, sachant qu'elle est en sortie de jour de repos. Donc, à voir. Je pense plus que sur l'étape 17, il va se passer quelque chose. Donc, on voit que le profil est un peu vallonné, même si on n'a pas de vrai col avant la montée finale. Mais la montée finale est vraiment difficile cette fois-ci. On a quasiment 9 km à 9,5% de moyenne. Donc c'est vraiment raide, c'est des gros pourcentages, c'est assez long. Et je pense que là, les leaders vont s'attaquer. On a 5 km à quasiment 11%. Donc là, il n'y a pas le choix. Si t'as pas la jambe, tu vas craquer de toute façon. Donc je pense que ça promet un beau final et que sur cette étape, justement, les leaders vont vouloir, pour Almeida, reprendre le maillot rouge et pour Vingegaard, conforter son maillot rouge. Mais je pense qu'on aura du spectacle sur cette étape. Le seul bémol, c'est que cette étape arrive juste avant le contre-la-montre. Donc, le seul contre-la-montre individuel de cette Volta. Donc, dans les rues de Valladolid, c'est un peu plus de 27 km. Donc, c'est pas court, mais c'est pas long non plus. Et c'est tout plat. On a que 500 mètres à 7%, mais c'est tout plat, il n'y a rien à signaler. Ce sera pour les grosses cuisses comme Filippo Ganna ou Stefan Kung, qu'on n'a pas vu sur cette Volta d'ailleurs. Je pense qu'ils se préservent les deux pour cette étape qu'ils ont dû cocher au moment de leur inscription à la Volta. Et justement, je pense qu'en fait, peut-être que les leaders vont être bridés sur l'étape précédente pour le chrono, parce que sur un chrono, même court, on peut prendre de gros écarts, et je serais pas surpris qu'il y ait des écarts de 30 secondes, ouais, une vingtaine, trentaine de secondes entre les leaders du classement général, et que justement, ça puisse définitivement tuer le suspense de la Volta. Parce que si Jonas Vingegaard reprend 30 secondes Almeida, je pense que le suspense est mort et que la Volta est gagnée. Après, si c'est Almeida qui reprend 30 secondes, là, on aura un match sur la dernière étape de montagne, mais à voir. Concernant l'étape 19,
Elle est un peu casse-pattes, elle est plutôt vallonnée. Je pense que ce sera un sprint en faux plat montant, tout simplement. Donc à voir si en fin de troisième semaine, une échappée arrive à jouer la gagne. Sinon, ce sera une étape parfaite pour Mats Pedersen, voire Philipsen, qui était un peu en meilleure forme sur cette fin de deuxième semaine. Donc à voir. Mais je pense que les Lidl Trek vont contrôler pour remporter une deuxième étape avec Pedersen et tuer le maillot vert, même s'il est déjà fini pour moi. Et enfin, on a l'avant-dernière étape, qui est l'étape de la Bola del Mundo. Donc je crois que c'est le plus haut sommet de cette édition de la Volta, avec un sommet à plus de 2200 mètres d'altitude. La montée est assez longue, assez difficile. On a 12,4 km à 8,6% de pente moyenne. On a quelques côtes et cols, là, cette fois-ci, avant la montée finale, mais ils sont assez loin. Ils permettront pas de déclencher les hostilités de loin. Je pense qu'on aura un gros tempo de la Visma ou de la UAE dans le Puerto de Navacerrada. C'est une belle montée de 7 km à 7,5%, surtout qu'il y a des bonifications au sommet. Mais après, je pense pas que ça attaque avant le pied, vu que la montée finale est assez difficile et assez raide, avec les trois derniers kilomètres à 12%. Donc au final, il suffit d'exploser dans les trois derniers kilomètres pour perdre une minute. Donc je pense que ce sera vraiment une course, pas de côte, mais quasiment, avec les leaders qui seront face à eux-mêmes dans le final et dans les trois derniers kilomètres de l'ascension qui permettront de faire de grosses différences. Parce que quand on voit le début de l'ascension, mieux vaut attendre le final pour attaquer, sauf si on se sent en forme, mais ce serait risqué. Surtout en fonction des écarts qu'il y a entre les deux leaders, donc Joao Almeida et Vingegaard, vu que selon moi, c'est entre ces deux-là que va jouer la Volta. On a l'étape 21 qui est pas sûr d'être maintenue à Madrid. On verra ce qui se passe et ce que nous dit la direction de la Volta. Une étape classique à Madrid, sprint massif attendu. Donc, pour le final de cette Volta, pour moi, il y a un duel qui se dessine, bah, je pense tout le monde l'a vu, entre Joao Almeida et Jonas Vingegaard. Il y a moins d'une minute qui les sépare, donc c'est très peu en début de troisième semaine. En montagne, on a vu qu'ils étaient quand même à un niveau quasiment égal. On voit que Joao Almeida monte en puissance et que Jonas Vingegaard, selon moi, ne stagne pas, mais ne monte pas en tout cas en puissance. Donc l'écart entre les deux est très resserré. Et pour moi, tout peut jouer sur cette troisième semaine. Je mets quand même un avantage à Vingegaard. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et je pense qu'il va quand même conserver cette Volta, mais je vais revenir dessus plus tard. Donc, ce que je vois pour la troisième semaine, c'est une équipe UAE et Emirates soudée autour d'Almeida, que ce soit Vine, Ayuso, Soler et Grossschartner. Je les vois tous unis pour l'aider. Pour moi, Almeida, il va tenter le tout pour le tout face à Vingegaard. Ça va être une de ses seules possibilités de gagner un grand tour. Tant que Pogacar est là, il ne pourra pas jouer sa carte, sauf s'il inscrit sur une autre course que lui. Mais là, il a l'opportunité de remporter un grand tour. Il est qu'à une semaine de ça. Donc je pense que tous les axes sont alignés pour lui pour gagner. Cependant, je pense que Vingegaard reste au-dessus. Je le vois tout de même un cran supérieur à Almeida et capable de clôturer le débat lors de l'étape 20. Comme je l'ai expliqué au moment des étapes, le chrono sera décisif. Et je pense que justement, le chrono, ça va marquer psychologiquement l'un ou l'autre. Et je pense que malgré la contre-performance de Vingegaard sur le chrono du tour, je pense que ça reste un meilleur rouleur que Almeida et surtout un coureur qui récupère mieux en troisième semaine et qui aura les armes pour creuser l'écart en troisième semaine et remporter sa première Volta et son premier grand tour depuis le Tour de France 2023, tout simplement. Je tenais également à féliciter Hindley. Je n'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est un bon retour au haut niveau pour lui, le vainqueur du Giro 2022. Je le vois devancer Pidcock, qui est actuellement troisième du classement général, et je le vois terminer sur le podium de cette Volta. Il forme un podio avec Pellizzari, et je pense que Hindley, de par sa fraîcheur et son expérience sur les grands tours, il a de quoi devancer Pidcock et finir sur un podium de grand tour, lui qui a pu réaliser ça depuis sa victoire en 2022 sur le Giro. Concernant les maillots blancs, le maillot blanc et les outsiders, donc selon moi, Pellizzari devrait remporter le maillot blanc. Je pense qu'il est un peu devant Riccitello, qui est juste en dessous, qui est à moins de 30 secondes, mais je pense que Pellizzari est un peu plus fort que lui. Et concernant les outsiders comme Ciccone et Bernal, je pense que maintenant qu'ils sont out au classement général, ils pourraient, pourquoi pas, dès demain, dès l'étape de mardi, donc la 16e, pourquoi pas viser une victoire d'étape, vu qu'ils n'ont pas levé les bras sur cette Volta et qu'ils n'ont pas levé les bras sur un grand tour depuis longtemps. Je pense qu'ils vont vouloir viser les victoires d'étape et qu'ils ont justement les jambes et le profil pour le faire.
Et comme ça changera des Éméritis qui gagnent un peu tout sur cette Volta, notamment en montagne. Donc ici, vous avez le classement général de cette Volta, donc avec Jonas Vingegaard qui est 50 secondes devant Joao Almeida, suivi de Pidcock à plus de 2 minutes 30. Donc on voit clairement que la victoire finale va jouer entre Vingegaard et Almeida. En soi, il y a déjà eu des remontadas de plus de 2 minutes. On prend Chris Froome sur le Giro, on prend d'autres coureurs. Mais là, Pidcock, c'est pas un coureur de la classe de Almeida et Vingegaard sur le Grand Tour. Donc pour moi, la victoire, elle se jouera que entre ces deux-là. Après, on a quand même une belle bataille. Pour moi, Hindley finira troisième. Mais Félix Gall n'a pas dit son dernier mot, ni Pellizzari d'ailleurs. Mais je pense que Félix Gall et Pellizzari vont payer leur grosse saison. Donc Pellizzari son Giro, où il a fini sixième, et Félix Gall son Tour de France. Et je pense que Jay Hindley va arriver avec plus de fraîcheur en troisième semaine. Et qu'en plus, il a de meilleures références qu'eux pour terminer sur un podium de la Volta. Mais en tout cas, on voit qu'on a un top 10 assez ouvert avec pas mal de surprises. On retrouve Richie Tello à la septième place qui réalise une bonne Volta. Sepp Kuss, bah, équipier de Vingegaard, qui est là sans viser classement général. On a également Junior Le Cerf qui a pris la neuvième place à la suite de l'échappée de l'étape de dimanche où il a repris plus de 13 minutes. Donc assez chanceux. Après, à voir s'il conserve ce classement général, parce que je pense pas qu'il ait les jambes pour le faire. Et après, on a Thorsten Train, donc l'ancien maillot rouge de la première semaine, qui s'est accroché et qui, pourquoi pas, va finir dans le top 10, comme on l'avait évoqué dans la dernière vidéo. Donc on a un top 10 avec pas mal de surprises, mais les deux duels, c'est vraiment Vingegaard Almeida et Illegal Pitcock, et ensuite la bataille du maillot blanc. Vous, dites-moi qui vous voyez remporter la Volta à Madrid, si pour vous Jonas Vingegaard va remporter et conserver ce maillot rouge, ou si Joao Almeida va créer la surprise et va devancer Vingegaard à Madrid. Dites-moi ça en commentaire, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.